Les rituels d'initiation africains. La nuit tombe sur la savane. Des groupes de jeunes gens se rassemblent autour de feux de camp. Ils s'apprêtent à passer par un rite qui décidera de leur destin. Les tambours battent un rythme sourd. Les anciens chantent et l'air est imprégné de l'odeur des herbes brûlées. C'est la nuit de l'initiation. La nuit où la douleur, le sang et les cris deviennent le langage de la tradition. Personne n'a le droit de refuser. Ici, il n'y a pas le choix. Pour entrer dans la vie adulte, il faut verser son sang. Il faut éprouver son corps et son esprit. De tels rituels existent sur le continent depuis des siècles. Ils s'étendent de la côte de l'Afrique orientale aux forêts du Congo et aux savanes de l'Afrique occidentale. Le sens restait le même. Les jeunes hommes et les jeunes femmes devaient passer par une épreuve qui laisserait une cicatrice sur leur corps ou dans leur mémoire. Sans cela, ils n'étaient pas considérés comme des adultes et pouvaient être rejetés par leur communauté, voire par leur propre famille. Chez les Masaï, par exemple, les jeunes garçons étaient emmenés dans la forêt et soumis à l'excision. La lame d'un couteau coupait la chair sans aucune anesthésie et le sang coulait sur le sol, symbolisant le lien avec les ancêtres. La règle principale était de rester silencieux. Celui qui criait ou bougeait devenait une honte pour sa famille. Les archives des ethnographes du XIXe siècle rapportent des cas où des hommes sont morts d'hémorragie ou d'infection. Mais la mort était considérée comme faisant partie du rituel. Chez de nombreux peuples d'Afrique occidentale, l'accent était mis sur les scarifications. Les jeunes garçons et filles étaient allongés sur le sol et on leur infligeait des dizaines d'entailles à l'aide de rasoirs tranchants. On frottait les plaies avec de la cendre ou des herbes pour que les cicatrices soient plus vives. Les cicatrices obtenues devenaient une sorte de passeport. Elles permettaient de reconnaître l'origine, le clan et le statut d'une personne. Les plaies suppuraient pendant des semaines, laissant d'énormes cicatrices. Mais c'était justement cela qui était considéré comme une beauté et une preuve de résistance. Dans certaines communautés d'Afrique centrale, les rituels destinés aux femmes s'accompagnaient d'opérations génitales. Cela était présenté comme une purification et une préparation au mariage. Les femmes étaient maintenues par des femmes plus âgées qui pratiquaient l'opération à l'aide d'une lame, après quoi tout le village se rassemblait pour célébrer la fin du rituel. Les cris et la douleur servaient de fond sonore aux chants et aux danses. Les archives coloniales ont conservé des descriptions austères de ces cérémonies. Les fonctionnaires britanniques en Kenya ont signalé l'existence de camps où des jeunes gens étaient maintenus en isolement pendant des semaines, affamés et soumis à des épreuves d'endurance. Les officiers français, en Guinée, ont rapporté des rituels féminins de masse où des dizaines de jeunes filles se vidaient de leur sang, tandis que la foule faisait la fête en dansant autour des feux. Ces rituels avaient un point commun. La douleur personnelle n'avait aucune importance. L'individu devait mourir en tant qu'adolescent et renaître en tant qu'adulte. Et le prix de cette transformation se mesurait en cicatrices, en mutilations et en vies humaines. Les communautés croyaient que sans cela, il était impossible d'être un homme ou une femme à part entière. Le système était auto-reproductif. Ceux qui avaient survécu au rite sanglant devenaient leurs gardiens. Les hommes et les femmes plus âgés, qui avaient eux-mêmes subi des tortures, retenaient et mutilaient désormais les jeunes. Et personne ne qualifiait cela de violence.
C'était une tradition, la pureté, l'honneur de la famille. À la fin du XIXe siècle, les autorités coloniales, les médecins et les missionnaires ont documenté des milliers de cas similaires. Dans une seule région du Soudan, des centaines de décès étaient enregistrés chaque année. Mais personne n'osait intervenir. Toute pression suscitait une résistance et était perçue comme une attaque contre la culture. Les rites ont donc continué d'exister, et les cris des jeunes garçons et filles se fondaient dans le bruit des tambours, comme des siècles auparavant. Chez les Massaïs d'Afrique de l'Est, l'initiation des hommes était depuis des siècles un acte qui déterminait non seulement le statut personnel, mais aussi l'avenir de toute la tribu. Les jeunes guerriers étaient emmenés hors des villages et isolés, généralement dans la forêt ou la savane. C'est là que commençait le rituel, dont l'élément central était la circoncision. La lame du couteau était enfoncée dans la chair, sans anesthésie, le sang coulait sur le sol, et la foule exigeait le silence. Si l'initié criait, la honte s'abattait non seulement sur lui, mais aussi sur sa famille. De tels incidents restaient longtemps dans les mémoires, et parfois, la famille pouvait perdre son influence au sein de la communauté. Les ethnographes de la fin du XIXe siècle décrivaient des adolescents et des jeunes hommes qui perdaient connaissance à cause de la perte de sang, mais s'efforçaient de retenir leur voix jusqu'à la fin. Les décès étaient fréquents, mais ils étaient considérés comme un sacrifice aux esprits des ancêtres. Les rites féminins des Massaïs n'étaient pas moins cruels. Les filles étaient préparées au mariage par une opération destinée à les purifier. Accompagnées de chants et de danses rituelles, les femmes âgées pratiquaient l'excision des organes génitaux. La procédure se déroulait en public, sous les cris et les chants, de sorte que la douleur elle-même faisait partie de la fête collective. Ce n'est qu'après cela que la jeune fille était considérée comme digne d'être épouse et mère. Celles qui refusaient risquaient d'être rejetées et de perdre leur droit au mariage. Chez les Yoruba d'Afrique de l'Ouest, l'initiation avait une autre forme, mais l'essence restait la même: souffrir au nom de l'appartenance. Le scarification était largement pratiqué. Des dizaines d'entailles profondes étaient faites au rasoir sur le visage et le corps des jeunes hommes et des jeunes filles. On frottait les plaies encore fraîches avec de la cendre ou des plantes afin que les cicatrices soient plus vives et plus reliefées. Les dessins ainsi obtenus devenaient un passeport. Ils permettaient de déterminer la famille, le clan, voire la région d'origine. Les jeunes gens saignaient à mort, beaucoup s'effondraient d'épuisement, mais chaque nouvelle entaille était accueillie par des chants et des cris de joie de la communauté. Pour les Yoruba, ces marques étaient un symbole de beauté, de courage et de soumission à la tradition. En Afrique centrale, en particulier chez les peuples du Congo, les initiations se transformaient en longues écoles de la forêt. Les jeunes étaient emmenés pendant des semaines, parfois des mois. Ils y étaient maintenus dans des conditions d'isolement sévères, affamés, contraints d'accomplir des tâches épuisantes. Leur corps était couvert de cicatrices, parfois même de brûlures rituelles. Les filles passaient par des écoles de féminité où elles étaient préparées au mariage. Mais cette préparation ne comprenait pas seulement l'apprentissage de chants et de mythes, mais aussi des violences sexuelles de la part d'hommes choisis par les anciens. Cela était présenté comme une initiation, mais il s'agissait en réalité d'une exploitation légalisée. Des documents coloniaux de la fin du XIXe siècle
ont conservé des témoignages oculaires. Les rapports des officiers français en Guinée font état de cérémonies féminines de masse, au cours desquelles des dizaines de filles se vidaient de leur sang, tandis qu'une foule dansait autour d'elles. Les missionnaires britanniques en Kenya ont enregistré la mort de jeunes hommes des suites d'une septicémie après leur circoncision. Des couteaux sales et l'absence de soins ont entraîné une infection sanguine. Mais tout cela était considéré comme acceptable. La communauté disait que celui qui ne résistait pas n'avait pas le droit de devenir adulte. Tout ce qui se passait était présenté comme un processus sacré. Le sang devait couler, la douleur devait être ressentie. Sinon, le passage à l'âge adulte était considéré comme incomplet. Ces pratiques maintenaient des peuples entiers dans un système unique. Chaque génération répétait ce que la précédente avait fait. La tradition n'existait pas comme un choix, mais comme une obligation, soutenue par la peur d'être exclu de la communauté. Dans chaque région d'Afrique, la forme du rituel pouvait varier. Chez les Maasai, il s'agissait d'un couteau et du silence. Chez les Yoruba, de sang et de cicatrices. Chez les peuples congolais, d'isolement et de viol. Mais l'essence restait la même. La souffrance était le prix à payer pour être reconnu comme un homme parmi les siens. Le XXe siècle a marqué l'entrée de l'Afrique dans l'ère du colonialisme, puis de l'indépendance. C'est à cette époque que les rites d'initiation ont commencé à susciter non seulement un intérêt ethnographique, mais aussi des conflits politiques. Les autorités coloniales, les missionnaires et les médecins les qualifiaient ouvertement de barbarie et exigeaient leur interdiction. Mais pour les sociétés africaines elles-mêmes, cette ingérence extérieure était perçue comme une atteinte à leur identité culturelle. Et plus les voix s'élevaient contre ces rites, plus ceux-ci devenaient un symbole de résistance. Dans la Kenya britannique des années 1920, un conflit a éclaté, qui est entré dans l'histoire sous le nom de bataille de l'Excision. Les missionnaires chrétiens exigeaient que le peuple Kikuyu renonce aux initiations féminines, les qualifiant de cruelles et inacceptables. Mais pour les chefs et les anciens, ces mots semblaient être un défi direct à leur culture. En fin de compte, l'excision est devenue un marqueur. Un vrai Kikuyu se doit de défendre la tradition. Les filles qui refusaient le rituel étaient qualifiées de traîtresses et leurs familles subissaient des pressions. Pour les nationalistes de la période coloniale, ces rituels sont devenus la dernière ligne de défense contre l'assimilation culturelle. En Afrique occidentale française, la situation était similaire. Les lois coloniales interdisaient formellement les mutilations et les camps d'initiation. Mais dans les faits, les fonctionnaires fermaient les yeux. Ils comprenaient que toute intervention risquait de provoquer une révolte. Dans les rapports des administrateurs français de la fin des années 1930, on pouvait lire « Les femmes continuent de subir ces cérémonies dans des villages reculés. Notre politique est de ne pas intervenir, afin de ne pas perturber un ordre fragile. » Cela signifiait que des dizaines de milliers de jeunes femmes continuaient d'être soumises à des procédures sanglantes, tandis que les autorités coloniales préféraient fermer les yeux sur ce qui se passait. En Afrique du Sud et au Lesotho, les rites d'initiation masculine, Ulwaluko, restaient tabous, même dans les discussions. Les adolescents étaient emmenés dans les montagnes où ils étaient soumis à des épreuves épuisantes et à l'excision avec des instruments sales.
Des décès étaient enregistrés chaque année, mais on n'en parlait pas ouvertement. Les tentatives d'intervention des médecins coloniaux étaient accueillies avec agressivité. Les Blancs n'ont pas le droit de violer le secret de nos montagnes. Au final, des dizaines de jeunes hommes mouraient, des centaines restaient estropiés, et tout cela continuait d'être considéré comme le prix naturel à payer pour devenir adulte. Après l'indépendance, dans les années 1960, les nouveaux États africains ont été confrontés à un dilemme. D'un côté, les politiciens proclamaient la modernisation et l'égalité. De l'autre, ils savaient qu'une interdiction pure et simple des rituels provoquerait une résistance massive. C'est pourquoi de nombreux gouvernements se sont limités à des lois formelles, qui n'étaient pratiquement pas appliquées. Dans les villages, tout continuait comme avant. Les jeunes garçons et filles étaient toujours emmenés dans des camps. Les lames laissaient toujours des traces de sang, et les cris étaient couverts par le bruit des tambours. Les ethnographes qui travaillaient en Afrique au milieu du XXe siècle ont remarqué que le secret renforçait la cruauté. Si auparavant, les rites étaient pratiqués publiquement, après l'introduction des lois, ils sont devenus secrets, presque clandestins. Cela les soustrayait au contrôle de la société et les rendait encore plus dangereux. En Sierra Leone, par exemple, les sociétés féminines Bondu ont commencé à pratiquer les excisions la nuit, dans des huttes où il était impossible de prodiguer des soins médicaux en cas d'hémorragie. En Afrique du Sud, les camps pour hommes sont devenus encore plus fermés, et même les médecins locaux n'y étaient plus admis. À cette époque, les premières voix africaines se sont élevées contre cette pratique. Des militantes au Kenya et au Nigeria ont commencé à écrire des articles et des pamphlets dans lesquels elles qualifiaient ouvertement ces rituels de torture. Mais au sein des villages, elles ont été victimes d'ostracisme et de menaces. Dans une société où le rituel était synonyme d'appartenance sociale, toute résistance était perçue comme une trahison. C'est ainsi qu'au XXe siècle, les rituels d'initiation se sont retrouvés dans une situation paradoxale. D'un côté, ils étaient officiellement interdits et condamnés sur la scène internationale. De l'autre, ils continuaient d'exister dans la réalité, alimentés par la peur et la fierté. Pour le monde extérieur, ils étaient la preuve d'un retard. Pour les communautés elles-mêmes, ils symbolisaient leur indépendance culturelle. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'Afrique s'est retrouvée au centre de l'attention internationale. Après la Seconde Guerre mondiale et la décolonisation, les pays occidentaux et les nouvelles organisations internationales ont commencé à parler des droits de l'homme, et c'est dans ce contexte que les rites d'initiation sont devenus l'un des sujets les plus douloureux. Dans les années 1970, les premiers rapports importants de l'Organisation mondiale de la santé ont fait état des conséquences de ces pratiques mutilantes. Infections chroniques du système génito-urinaire, stérilité, complications lors de l'accouchement, septicémie et mortalité. Ces mêmes rapports indiquaient que les camps d'initiation masculins en Afrique du Sud coûtaient chaque année la vie à des dizaines de jeunes hommes, victimes d'infections sanguines, de gangrènes et de perte de sang lors de la circoncision. Mais pour les communautés, ce n'était pas une raison pour renoncer à ces rites. Les anciens affirmaient que ceux qui mouraient n'étaient pas dignes d'être appelés hommes. Dans les années 1980, des écrivaines et féministes africaines ont pour la première fois porté cette question
sur la place publique. Au Soudan, en Kenya et au Nigeria, des livres et des articles ont été publiés dans lesquels des femmes racontaient ce qu'elles avaient vécu lors de leur initiation. Ces textes ressemblaient à des témoignages. On me tenait, je criais, la lame était émoussée, le sang coulait le long de mes jambes. Mais tout le monde autour chantait et dansait, comme si c'était une fête. Ces témoignages ont constitué une véritable avancée. Jusqu'alors, le sujet était tabou, même au sein des familles. La communauté internationale a réagi de manière de plus en plus sévère. En 1990, une conférence s'est tenue à Nairobi, où l'excision a été qualifiée de violation des droits humains et de forme de torture. Plusieurs pays africains, dont le Ghana, le Sénégal et l'Ouganda, ont adopté des lois interdisant ces pratiques. Mais sur le terrain, la situation a peu évolué. Dans les villages, les parents continuaient d'emmener leurs filles chez les sages-femmes et d'envoyer leurs fils dans des camps dans les montagnes. L'interdiction a rendu ces rituels secrets, mais ne les a pas fait disparaître. En Afrique du Sud, les initiations masculines, dans les camps, ont fait l'objet d'un vif débat. Des décès de jeunes hommes étaient signalés chaque année, mais les camps se déclaraient territoire sacré, où ni les médecins, ni la police n'avaient le droit d'entrer. Les tentatives d'intervention médicale étaient accueillies avec agressivité. Les journaux parlaient des corps retrouvés dans les montagnes, mais la communauté justifiait leur mort par la sélection naturelle. En Afrique de l'Ouest, des sociétés féminines, telles que Bondou et Sand, ont continué à pratiquer l'excision, malgré les interdictions. Les cérémonies sont devenues encore plus secrètes. Elles se déroulaient la nuit, dans des huttes isolées, sous la garde des anciens. C'est là que se tenaient les écoles d'initiation, où les filles apprenaient des chants et des mythes, mais étaient également victimes de violences. À la fin du XXe siècle, les statistiques étaient effrayantes. En Somalie, 98% des femmes avaient subi des mutilations génitales. Au Soudan, environ 90%. Au Mali, en Guinée et en Sierra Leone, plus de 80%. En Afrique du Sud, chaque année, des dizaines de jeunes hommes mouraient et des centaines devenaient invalides après avoir séjourné dans des camps de montagne. Ces chiffres ont été cités lors de conférences des Nations Unies, mais ils n'ont guère influencé les pratiques dans les villages, où ce n'était pas la loi qui prévalait, mais l'opinion de la communauté. C'est précisément à cette époque que les rituels d'initiation sont devenus le théâtre d'un affrontement idéologique. Pour les organisations internationales, il s'agissait de torture et de violation des droits de l'homme. Pour les nationalistes africains, c'était le cœur de la culture, le symbole de l'indépendance vis-à-vis de l'Occident. Ce conflit n'a fait que renforcer la tradition. Chaque fois qu'on en parlait à Genève ou à New York, les villages répondaient « Vous ne comprenez pas notre âme ». Aujourd'hui, au XXIe siècle, les rites d'initiation africains n'ont pas disparu. Ils continuent d'exister dans les villages, les montagnes et les forêts, et parfois même dans les mégapoles, où ils ont été importés avec les migrants. Les organisations internationales et les gouvernements les qualifient de crimes, de violations des droits de l'homme. Mais aux yeux des communautés, il s'agit toujours d'un devoir sacré, d'un rite qui fait de l'individu un membre à part entière de la société. Et c'est précisément pour cette raison que le sang continue de couler. En Afrique du Sud, chaque année, des milliers de jeunes hommes
sont envoyés dans des camps de montagne appelés Ulwaluko. Là, ils sont circoncis, sans assistance médicale, avec des couteaux et des rasoirs sales. Le taux de mortalité reste élevé. Des dizaines de personnes meurent chaque année de perte de sang et d'infections. Des centaines deviennent invalides. En 2022, les statistiques officielles ont enregistré plus de 70 décès en une seule saison. Mais les familles continuent d'envoyer leurs fils, car un homme qui n'a pas subi ce rituel est considéré comme un sous-homme. Il ne sera pas accepté dans les conseils. Il ne pourra pas se marier et sera méprisé. En Afrique de l'Ouest, des sociétés secrètes féminines, telles que les Bondu en Sierra Leone ou les Sand en Libéria, pratiquent encore aujourd'hui des opérations mutilantes. Les filles sont emmenées dans des huttes isolées où des femmes plus âgées accomplissent des rituels accompagnés de chants et de danses. Après cela, des fêtes sont organisées et l'opération elle-même est considérée comme une purification. Malgré les lois prévoyant des peines de prison, tout cela continue, car le refus signifie la mort sociale. La jeune fille sera qualifiée de impure et ne pourra pas se marier. La Kenya et la Tanzanie sont des exemples frappants de cette lutte et de ces paradoxes. D'un côté, il existe des lois sévères contre l'excision. De l'autre, chaque période de vacances scolaires voit des centaines de cas d'initiation secrète. Les filles sont emmenées dans des villages où tout se passe comme il y a des centaines d'années. Certaines opérations sont pratiquées directement dans les buissons, sur le sol, au son des chants et des tambours. Les médecins soulignent que c'est précisément en raison du caractère clandestin de ces pratiques que la mortalité et le nombre de complications ont augmenté. L'émigration a rendu le problème mondial. À Londres, Paris, Oslo et Berlin, on recense des cas où des filles issues de familles immigrées sont emmenées en vacances en Afrique et soumises à des opérations. Parfois, tout se passe directement dans des appartements des grandes villes. La police et les médecins découvrent des cliniques clandestines où des sages-femmes âgées continuent de pratiquer ces rituels contre de l'argent. Pour les parents, c'est une question d'honneur et d'appartenance. Ils craignent que sans ce rituel, leurs filles ne puissent se marier dans leur communauté. Les médias modernes publient régulièrement des articles sur les décès dans les camps d'initiation. Les journaux sud-africains rapportent régulièrement: le corps d'un adolescent mort après un rituel a été retrouvé dans les montagnes. Au Nigeria et en Sierra Leone, des cérémonies massives organisées par des sociétés féminines sont signalées malgré les interdictions. Mais les autorités craignent de prendre des mesures sévères. Toute intervention est perçue comme une atteinte à la culture. L'ONU et l'OMS qualifient cela de violation flagrante des droits de l'homme. Des militants africains organisent des campagnes, mènent des programmes éducatifs et tentent de convaincre les parents. Mais la tradition est plus forte. La communauté maintient tout le monde dans la peur. Un homme qui n'a pas subi l'initiation est considéré comme efféminé. Une femme qui refuse le rituel est impure. Dans un contexte où l'exclusion sociale est synonyme de pauvreté et d'isolement, les gens acceptent la torture pour survivre. Aujourd'hui, les rites d'initiation sont le reflet du conflit entre culture et droits de l'homme. À New York et à Genève, ils sont considérés comme des crimes. Dans les villages africains, ce sont des devoirs sacrés. À Londres et à Paris, ils sont condamnés comme une barbarie, tandis que dans les diasporas de migrants, ils sont considérés comme une condition
nécessaires au mariage. C'est pourquoi ils continuent d'exister, dans le sang, dans la peur, dans les cris étouffés par les tambours. Ces rites n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé de forme. Et tant que la pression collective sera plus forte que la loi, tant que l'honneur de la communauté passera avant la vie, les tambours continueront de résonner et les corps des jeunes gens resteront le théâtre de la forme de violence, la plus ancienne qui soit, la violence dite traditionnelle.